Bienvenue à Rendez-vous, le podcast de Priméo Énergie pour explorer les grands défis de la transformation énergétique en compagnie de Cédric Christman. Cédric, vous êtes le CEO de cette entreprise, active en matière d'approvisionnement en énergie depuis 1897. Son siège est à Münchenstein, près de Bâle, en Suisse. Bonjour Cédric. Bonjour Claudia. Et pour ce nouvel épisode, vous aviez bien envie de converser avec une personnalité aussi éclectique qu'innovante, à savoir vous, Igor Ustinov. Bonjour Igor. Bonjour Claudia. Alors merci de nous accueillir dans les locaux de UHC Construction à Romont, dans la campagne fribourgeoise. C'est ici que l'on peut découvrir ce que vous avez imaginé pour pallier une urgence, celle d'avoir des logements à prix abordable pour tous. Tout cela en développant un système de construction à partir de PET recyclés. Mais votre esprit hyper créatif imagine encore bien des solutions, notamment en matière de toiture. On va parler de tout ça. Alors, dans cet épisode, nous allons nous demander comment rendre, en fait, nos bâtiments plus sobres, plus frais et plus circulaires. Qu'est-ce que les maisons en PET et le système énergétique du futur ont en commun? En quoi PET plus gestion de l'eau font-ils mieux que les solutions classiques? Eh bien, toutes ces questions, c'est dans quelques instants. Quant à moi, je suis Claudia Noira, je suis journaliste et je vous accompagne au fil de cette discussion. Alors Igor, quand on est comme vous, sculpteur, peintre, chanteur, biologiste, philosophe, qu'est-ce qui fait qu'un jour, face à 400 millions de tonnes de déchets plastiques générés par année dans le monde, on se dit, va falloir inventer quelque chose? Bon, en fait, mon inspiration n'était pas du tout liée au plastique et au problème de toute cette production qu'on ne sait pas quoi faire avec. Mon inspiration, c'était de voir, comme j'ai une fondation depuis maintenant 28 ans, et j'ai construit des écoles en Bolivie, en Afrique, un peu partout, j'ai constaté le besoin immense, monstrueux de construction, que UN Habitat considère qu'il y a 3,5 milliards de gens qui ont besoin de maisons. Et rapidement, je me suis dit, il faut trouver une solution à ça, parce que si on ne trouve pas une solution, il y aura des révolutions, et Dieu sait comment est-ce que l'avenir va avoir l'air. Donc, j'ai réfléchi comment faire autant de bâtiments avec les ressources naturelles que nous avons. Il y aurait plus de forêt, il y aura plus d'eau, et déjà, je pense pour le béton, il y a un problème d'approvisionnement dans le sable. On va y revenir, Igor. Qu'est-ce que vous aviez en fait compris dans l'art que l'ingénierie a parfois du mal à interroger? Bon, mon origine artistique fait que j'ai des idées qui sont peut-être un peu différentes des autres. Et puis aussi, j'ai réalisé que quand on change la forme, on peut changer le monde. Et que la plupart des formes qui existent ont une raison pratique d'exister, mais bien sûr dans l'art, c'est pour exprimer notre existence sur la Terre et tout ça. Mais donc, j'ai utilisé ces connaissances pour imaginer un système de construction original. Et comme je suis très têtu, au bout de maintenant 8 ans de travail et d'expérience, je suis abouti, vous pouvez voir derrière vous, un système de construction et industriel abouti. Alors, Cédric, ce cumul de casquettes, au fond, de facettes, j'ai envie de dire, que porte Igor, ça fascine le CEO que vous êtes, ça vous montre un peu comment on peut décloisonner la pensée et les solutions? C'est un regard qui nous intéresse évidemment, parce que je pense que dans le monde d'ingénieurs dans lequel je vis et nous vivons, c'est bien d'avoir d'autres points de vue. Et c'est un point de vue qui nous intéresse parce qu'en Suisse, aujourd'hui, on rénove les bâtiments à un rythme qui est beaucoup trop lent. C'est 1% de la substance par an. Donc, si on veut arriver à faire 100%, ça va nous prendre 100 ans. Et si on veut être décarboné, en fait, en 2050, il va falloir qu'on accélère parce qu'il ne nous reste plus que 25 ans. Donc, il faut qu'on multiplie ça par 4. Donc, c'est pas très simple. Surtout que le programme bâtiment va être revu pour des contraintes qui sont financières.
Donc aujourd'hui, ça va être réduit de manière Le programme très bâtiment, fortement. c'est un programme d'aide et de subvention. Exactement, hein. et ce sera réduit de 400 millions par an. Donc, dans ce cadre-là, il faut qu'on imagine quelque chose pour avancer plus vite. Et les artistes font avancer la cause, alors. En tous les cas, c'est un autre regard, et c'est un regard qui peut être utile, et de remettre en question la façon dont on le regarde, je pense que c'est intéressant pour nous aussi. Igor, avec UHCS, en fait, vous avez inventé un système assemblé de profilés extrudés. Ce sont pour nos auditeurs et auditrices des poutres et des poteaux qui sont destinés en fait à former ensemble l'ossature d'un module de logement standard. En fait, en quoi votre système fait-il mieux que ce qu'on connaît, qui est en bois, en acier ou en béton, dans le domaine de la construction ? Bon, c'est assez différent, mais par exemple, pour avoir une poutre en bois, il faut arroser un arbre. Non, il s'arrose par la nature, mais il faut attendre 20 ans et finalement, vous enlevez la moitié pour trouver une poutre. Nous, on arrive avec ce système de produire jusqu'à 71 mètres linéaires par heure, ce qui est formidable pour faire face à ces problèmes de logement qui sont absolument colossaux. Pourtant, on se dit des poutres en plastique, ça fait pas tellement rêver. Mais c'est plus un plastique, ça devient un composite. En fait, le PET, les gens ne le savent pas, mais c'est un plastique différent des autres. On met tous les plastiques ensemble, c'est comme on dit, il faut plus manger de champignons parce qu'il y en a quelques-uns qui sont mauvais. C'est pas ça. Le PET est extraordinaire parce qu'on peut le régénérer jusqu'à 40 fois. C'est-à-dire que si vous faites rentrer une poutre en PET dans la construction, vous pouvez utiliser la matière dont qui est constituée 40 fois. Et si on prend un modèle qu'une maison dure 80 ans en moyenne, ça veut dire 3200 ans où on laisse pousser les arbres, on n'intervient plus dans la nature pour détruire notre environnement. Et il faut savoir que pour produire nos profilés, on n'a pas besoin on n'utilise pas d'eau. On refroidit à circuit fermé. Donc on est extrêmement vertueux. Et si on prend le life cycle sur 10 ans seulement, sans aller jusqu'à 40 ans, on est 91% mieux que le béton, par exemple, en empreinte CO2. Cédric, j'ai presque envie de dire, c'est presque trop beau pour être vrai. Quelle importance, en fait, pour Primeo Énergie revêt cette durabilité et plus particulièrement, j'ai envie de dire, de cette économie circulaire ? Il faut bien comprendre qu'un tiers des émissions de CO2, c'est du bâtiment en Suisse. C'est un peu vrai partout d'ailleurs, partout ailleurs dans le monde. Donc, pour réduire notre empreinte carbone, il faut qu'on remette en cause la façon dont on construit les maisons. Donc, il faut qu'on les rénove. Au-delà de la problématique CO2, ce qui nous intéresse, nous, c'est la consommation d'énergie qui est liée avec ces bâtiments. Parce qu'il est absolument nécessaire, et c'est un tiers de la stratégie énergétique de la Suisse pour 2050, il faut qu'on réduise d'un tiers nos consommations d'énergie. Sinon, on n'arrivera pas à transformer le système. Et donc, il faut qu'on puisse mieux isoler les bâtiments. Il faut qu'on ait des bâtiments, on a des vieux bâtiments en Suisse, c'est une vieille substance immobilière. Il faut qu'on puisse la transformer, la rénover, pour qu'elle devienne plus vertueuse, moins consommatrice d'énergie. Donc, un tiers de la transformation, c'est ça. Et donc, dans ce domaine-là, les gens qui regardent autrement sur les bâtiments, qui nous aident à les rénover, à les rendre moins émetteurs de CO2, moins consommateurs d'énergie, ça nous intéresse. Parce qu'avec les moyens modernes des pompes à chaleur, on n'arrivera pas à faire aussi bien qu'avec du méthane, qu'avec du pétrole. Donc il faut qu'on puisse faire ça. Et c'est nécessaire. Et on le fait trop lentement. Donc toutes les volontés sont bienvenues. Il faut qu'on accélère, je disais par 4. Donc s'il y a des artistes, c'est des gens qui regardent différemment, il faut qu'on les invite à la table pour qu'on puisse accélérer. Surtout qu'il y aura moins d'argent. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Mais Igor, ça veut dire qu'on renonce dès le départ à l'idée qu'on puisse mettre un terme, j'ai envie de dire, à la production de plastique, en fait, quand on raisonne comme ça. Bon, d'abord, c'est pas réaliste, parce que si on regarde tous les chiffres et tous les investissements qui sont faits sur la planète, le plastique on va augmenter notre production. Donc, autant en faire une ressource, une vraie, c'est ça que vous dites? Non, autant utiliser des plastiques vertueux ou de produire les choses, même les choses simples, avec des bons plastiques, plutôt que d'utiliser des plastiques
qui sont nocifs et qu'on ne sait pas quoi faire avec, autre que les brûler. Mais le plastique en lui-même, c'est une ressource naturelle. Ça vient du pétrole. Et l'idée d'utiliser une ressource qui est souterraine pour protéger l'écosystème de surface, je pense que c'est pas une mauvaise idée, surtout si on peut le réutiliser éternellement. Une société là dont je vous parlais qui s'appelle Carbios, une société française qui sont les plus performants en régénération du PET aujourd'hui, ils l'ont fait 40 fois. Je veux dire, ils ont arrêté parce que ça sert à rien 60, 70 fois. Je pense que le grand danger, c'est qu'est-ce qui va se passer d'ici 50 ans. Pour nous, les humains, en fait. En tout cas, vous essayez de rendre encore le tout beaucoup plus virtuel, puisque vous imaginez aussi que pour lutter contre le changement climatique et puis la pénurie d'eau, vous voulez également réinventer les toitures en les transformant de manière à ce qu'elles fonctionnent un peu comme une forêt, en fait. Tout cela grâce à des tuiles en PET recyclées. Expliquez-nous un petit peu l'idée. Bon, l'idée est assez holistique, mais j'allais pas mettre des tuiles traditionnelles sur ma maison de demain. Ça veut dire que c'est l'artiste qui parle en vous, c'était le côté esthétique qui parle ou Non, bien? pas seulement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur l'utilité de comment on gère l'eau par rapport au béton qui utilise 200 litres d'eau chaque fois qu'on fait une tonne, et cette eau, elle est sacrifiée, elle ressort pas, elle s'évapore pas. J'ai commencé à calculer et j'ai réalisé que l'être humain utilise à peu près pour ses besoins, que ce soit l'agriculture ou l'industrie ou même notre usage personnel, à peu près 2200 kilomètres cubiques d'eau par année, ce qui est colossal. Et ensuite, je me suis dit, voilà, nous, on est sortis de nos grottes, je dis nous. Il y a longtemps, on a dit, on fait un toit pour se protéger de la nature. C'était une rupture avec la nature déjà, parce qu'on n'a pas pensé que en couvrant une surface du sol, on allait retirer de la nature une évaporation naturelle. Et donc, au départ, je me suis dit, je vais faire une maison qui récupère suffisamment d'eau, la conserve sur le toit pour qu'elle s'évapore de la même façon que la terre sous la maison. Et c'était assez poétique, mais comme je me suis rendu compte que maintenant, en plus, on prélève toute cette eau pour notre industrie, notre agriculture, tout ça, je pense que je vais augmenter le calibrage de ces tuiles pour qu'elles évaporent plus que la nature aurait fait. Et on a fait des projections par rapport à des villes, c'est-à-dire on arrive à réduire la température l'été de 5 à 6 degrés. Donc ça veut dire après moins d'infrastructures énergétiques pour faire marcher tous ces airs conditionnés, moins d'usines électriques à construire. Ça fait c'est un tout que j'ai été vraiment très étonné du résultat. Et je pense que c'est peut-être une des idées les meilleures que j'ai eues, en tout cas de ces derniers 3 ans. C'est super d'entendre que c'est une bonne idée, mais en même temps, quand on n'est pas expert dans le domaine, on peut se poser des questions. On sait quand même que le plastique est très sensible aux UV, notamment. On peut se dire que si on fait une maison en plastique, des tuiles en plastique, qu'est-ce qui va se passer? Ça se désagrège, en fait, sous l'effet des UV. Alors, c'est un peu contre-productif, non? Non, bien sûr, mais vous utilisez le mot plastique, mais c'est un composite. Regardez les bateaux aujourd'hui, même les yachts des gens, jusqu'à 100 mètres de long, c'est tout fait en composite. Et puis ça choque personne. Nos voitures sont pleines de plastique, de composite, et c'est très curieux parce qu'il y a comme un tabou, on touche pas aux maisons. Et quand j'ai commencé à avoir cette idée ambitieuse d'apporter quelque chose au monde de la construction, quelqu'un m'a dit, la construction, il n'y a pas eu d'innovation depuis 100 ans. La seule innovation qu'on a, c'est de trouver des employés, enfin des travailleurs du bâtiment moins chers. C'est vrai. C'est un monde qui est extrêmement... Le bâtiment et l'immobilier en général, c'est un monde qui est extrêmement conservateur. Et donc, il y a eu très peu de disruption dans ce domaine-là. Et c'est vraiment une disruption. Donc, il faut le regarder de manière attentive. Parce que je reviens... Je pense qu'aujourd'hui, sur
il y a un rapport de l'UE là-dessus, 30% des surfaces en Europe et 34% des populations vivent sous stress hydrique. Donc il y a peu d'eau. Ben oui. Et donc la ressource eau, d'avoir une bonne idée de se dire en fait si on peut construire de manière intelligente et ensuite éviter que la ressource eau s'évapore trop vite, ne soit pas utilisée de manière à bon escient, ça fait énormément de sens. Ou s'évapore pas, en fait. Ou s'évapore pas du tout. La question que j'ai regardée, c'est que toutes les infrastructures humaines qu'on a construites sur Terre, si on les met ensemble, ça fait 4 millions de kilomètres carrés. C'est la superficie de l'Inde et du Pakistan ensemble. Cette superficie n'évapore rien. C'est-à-dire, sans s'en rendre compte, on a créé un tiers du Sahara en plus, en pensant que ça va pas toucher la question du cycle de l'eau. Et comme j'ai vu l'autre jour ils ont fait une étude sur une forêt, que quand il y a trop de sécheresse, les stomates des feuilles se ferment et la forêt, au lieu d'absorber du CO2, elle en éjecte. Donc la relation du CO2 et de l'eau sont inséparables. Et c'est extrêmement... c'est aussi une découverte de mon côté, parce que moi, j'entends pas beaucoup de scientifiques qui parlent de ce rapport entre l'eau et ça commence maintenant. Et je suis très content d'avoir été un peu un précurseur, parce que ça fait 1 an que j'ai déposé mes brevets concernant les tuiles Waterroofs. Il y a un S à Waterroofs. Et ceux qui veulent voir, il y a un site qui c'est waterroofs.com. On a beaucoup parlé aussi lors des précédents podcasts, Cédric, sur le fait qu'il faut augmenter notamment la part de photovoltaïque. Bien sûr. Et donc, ces tuiles, on se dit, est-ce que c'est finalement compatible les deux idées ou contradictoires? Alors, ça pourrait être contradictoire, mais aujourd'hui, on a plutôt besoin de produire de l'électricité en hiver. Et donc, nous, ce qu'on équipe, ou ce qu'on demande aux gens d'équiper, c'est plutôt des façades. C'est pour produire de l'électricité quand on en a vraiment besoin. Nous, on est gestionnaire de réseaux de distribution électrique. Aujourd'hui, on a plutôt déjà trop d'électricité qui est produite à midi l'été. Donc, ce qu'on voudrait, c'est déplacer cette électricité plutôt en hiver. Alors, évidemment, il y a des batteries pour la déplacer à midi vers le soir. Ça marche. Mais ce qu'on a besoin aussi, c'est de déplacer ça de l'été vers l'hiver. Et donc, pour ça, les façades sont assez intéressantes. Et du coup, c'est compatible avec les tuiles d'Igor. Alors en Suisse, on est assez vertueux en matière de PET. On a un taux de recyclage qui est à 84%, ça ne cesse d'augmenter. Mais en même temps, pour imaginer toutes ces constructions en PET recyclé, la production suisse ne suffit pas, il faut en importer. D'ailleurs, vous en importez, vous l'achetez sur les marchés. Est-ce que ça veut dire que on est au fond destiné à produire de plus en plus pour pouvoir construire, en fait? Bon, notre modèle est basé sur le PET recyclé, parce qu'il y en a énormément à recycler. Il y en a, d'ailleurs, on a des relations avec certains pays comme la Turquie qui s'intéressent aussi pour les victimes du tremblement de terre dans le sud, mais eux, ils insistent qu'on utilise le PET de leur pays. Et je trouve ça tout à fait normal. Donc, tout notre modèle est basé sur une circularité locale, encourager un travail pour ramasser le PET, ou le plastique en général. Pourquoi c'est pas fait? C'est parce qu'il n'y a pas d'exutoire. Ils arrivent avec des déchetteries, c'est là, c'est à ciel ouvert, ils savent pas quoi faire avec. Donc, il y a énormément de PET. On a calculé presque s'occuper de 10% de la construction mondiale dans les années à venir. Mais en Suisse, il faudrait en importer, pour construire à large échelle? Non, on pourrait utiliser du PET, européen, ou il faudrait regarder en détail comment sont recyclés le PET suisse, parce que moi, j'entends aussi qu'il y en a qui partent vers l'Europe ou des choses comme ça. Les chiffres, je me méfie des chiffres, mais la technologie, elle est aujourd'hui, je parle de notre technologie, on l'a créée pour la mettre au service du monde.
elle existe aujourd'hui. Je pense qu'elle trouvera sa place. Je suis très confiant parce que, en fait, comment voulez-vous construire pour autant de gens avec des ressources naturelles? Impossible. Ça, c'est une donnée de fait, mais le vrai avantage de la construction en PET recyclé, évidemment, il y a l'économie circulaire, mais une maison construite en PET recyclé, est-ce qu'elle a davantage par rapport à d'autres matières? On peut la démonter, elle isole mieux. Elle est complètement modulaire. On peut le faire, on peut la transformer, on peut l'agrandir sans beaucoup de complications. C'est tout assemblé avec des connecteurs qui n'abîment pas la matière. Et en fait, toute la maison est recyclable. Si pour une raison ou une autre, ces matériaux sont détériorés, ils sont recyclables et régénérables. Et en matière d'isolation? Ça isole beaucoup. Au niveau de l'isolation, c'est du PET. Et en fait, on peut trouver du PET de différentes densités, et puis ça isole, c'est top. Avec 20 cm d'isolation en PET, on est équivalent à 40 cm avec isolation extérieure. C'est 2 fois mieux. Alors Cédric, je prends la balle au bon. Meilleure isolation, moins de chauffage ou d'air conditionné, on imagine, puisque c'est mieux isolé. Donc on va dire que les promesses de UHCS et Waterroofs font miroiter, en tout cas, un besoin en énergie moindre. Mais j'imagine que de la coupe aux lèvres, en fait, il y a encore passablement de chemin à faire pour atteindre les objectifs. Comment on peut accélérer aujourd'hui la résilience des bâtiments actuels? Je le disais en introduction, c'est de faire plus vite. Ça, c'est une première chose. C'est de mettre plus de moyens. Mais comme en fait, il y aura moins de subventions, donc il faudra des initiatives d'entrepreneurs. On est aussi chez un entrepreneur aujourd'hui. C'est quelqu'un qui prend des risques et qui investit. Igor disait que ça fait 7 ans qu'il travaille à ce sujet. Donc, c'est des gens qui sont courageux dans un domaine qui est plutôt conservateur. Donc, pour moi, c'est important. À ce propos, j'aimerais dire que je suis pas tout seul. J'ai UHS, ça veut dire Ustinov Hoffman Construction System. J'ai quelqu'un qui nous a soutenus et qui a plus que ça. On a travaillé certains aspects techniques même ensemble. Et puis l'autre chose que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait le design des tuiles Waterroof ont été dessinés ou conçus dès le départ pour pouvoir y fixer des panneaux solaires ou des éoliennes. En fait, il y a un système d'amarrage qui est conçu dans le design. Ce qui est cher aujourd'hui d'installer des panneaux solaires, en fait, c'est de la fixation sur des toits existants. Donc, on est très économiquement compétitif parce que les tuiles seront extrudées de la même façon que nos profilés aujourd'hui, au mètre linéaire. On peut le couper où on veut. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qui manque pour que ça vienne Du temps, il faut du temps. Je pense que toutes les innovations ont besoin de temps. Ont besoin d'être validées. Il faut accélérer. C'est des normes, il faut être validé, donc ça prend du temps, mais ça va se faire. Nous, on est en plein milieu de certification CE. En fait, c'est les certifications. On a reçu dernièrement le résultat de laboratoire Veritas sur la toxicologie si c'est nocif ou pas. On est noté A+, c'est-à-dire on peut pas mieux. Je crois même qu'on est mieux que le bois et le béton parce que on ne produit pas de moisissures. Et les moisissures, comme on sait, c'est très nocif pour le système respiratoire et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, au fond, aussi de fournisseurs d'énergie comme Primeo Énergie? Moi, je pense que, en entendant Cédric aujourd'hui même, je pense qu'on devrait analyser l'intérêt de notre solution par rapport à son monde. Par exemple, les panneaux solaires sur les façades, je trouve ça très intéressant parce qu'a priori, on pense que plus on a d'énergie, mieux c'est. Mais en fait, l'énergie, on peut pas la stocker et c'est très important d'aboutir avec des gens qui connaissent vraiment la chose. Par exemple, si on est amené à construire dans un lieu isolé, où il y a eu une catastrophe. Bien sûr.
Comment on arrive là-bas avec nos extrudeuses, bien parce sûr. que c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire. Suite à des tremblements de terre, par exemple. On envoie du compound qui est assez compact. J'en ai parlé déjà avec la Croix-Rouge. Ce serait intéressant d'avoir un conteneur industriel qui soit pensé pour être indépendant. Cédric, au fond, quel enseignement, j'ai envie de dire, vous transposeriez demain pour évaluer en fait les solutions proposées par UHCS et Waterroofs, et puis surtout, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire aujourd'hui pour valider au fond ces solutions? Nous, ce qu'on a fait chez Priméo Énergie, on a construit un bâtiment qui s'appelle Cosmos. On a réutilisé 70% en fait des matériaux qui constituent ce bâtiment ont été réutilisés. Donc c'est reuse, c'est pas recyclé, c'est même réutilisé. Pour nous, c'est extrêmement important parce que on revient au début de notre discussion, réutiliser des matériaux, c'est la première chose qu'il faut qu'on fasse. On n'en aura pas suffisamment. Et donc les recycler et les réutiliser. Et ce bâtiment, il est énergétiquement aussi optimisé, c'est-à-dire qu'il essaie d'être autonome. L'idéal, ce serait qu'il soit autarque, qu'il produise toute l'énergie en fait dont il a besoin. C'est difficile en Europe, c'est nécessaire dans certains pays parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc ce sont des solutions que nous on appelle off-grid, sans réseau électrique, et pour qu'il devienne indépendant. Et je pense que plus on est autonome, que ce soit pour l'énergie ou l'eau, plus on devient résilient. Donc le vrai terme aujourd'hui, c'est d'augmenter la résilience de nos sociétés. Et pour ça, le bâtiment est un élément essentiel. C'est la cellule élémentaire. Donc nous, ça nous intéresse et on travaille sur des bâtiments qui sont intelligents, avec des solutions. On vient de sortir une application qui s'appelle Hey Priméo, où on essaie d'aider les gens à mieux comprendre leur consommation énergétique et d'être plus vertueux. Igor, peut-être pour terminer, alors vous rêvez de solutions, j'allais dire au niveau mondial, hein, si vous prenez est-ce que c'est quoi la Suisse que vous rêvez pour demain? Mais je pense au niveau mondial parce que je pense, si j'ai ralenti mes sculptures, c'est parce que je pense que je peux faire un impact avec ma façon de penser et avec mes idées pour aider les gens qui viennent après nous. La Suisse de demain, je la vois aussi avec de l'autonomie, parce qu'il faut garder cette valeur de la Suisse c'est aussi l'autonomie, la neutralité, c'est pas très loin. Je pense que c'est très important de garder l'esprit qui a fait la Suisse et faire très attention de pas le perdre en route. Cédric, ce rêve, est-ce qu'il peut, à quelles conditions en fait il peut être réalisé? Il y a 8000 coopératives en Suisse. C'est un pays non seulement autonome, c'est un pays de coopérateurs. Die Eidgenossen, donc c'est des Genossen qui se sont mis ensemble. Et donc nous, ça nous intéresse parce qu'on est une coopérative. Et donc c'est de fédérer les gens autour d'un certain nombre de projets pour nous rendre, je le disais, plus résilients, plus autonomes et peut-être plus vertueux dans la façon dont on utilise notre énergie parce qu'elle n'est pas disponible de manière suffisante si on veut réussir la transformation énergétique. Et donc le bâtiment, c'est un élément important de cette transformation énergétique. Moi, je suis content que d'autres personnes nous aident à faire progresser ce thème, qui est un thème, on a besoin de le faire changer, les architectes, vraiment tout le monde du bâtiment. Alors, excuse-moi. Et en fait, la Suisse peut être ce modèle pour le reste du monde. Peut inspirer les gens. Et puis, n'oublions pas, UHCS est une émanation de l'innovation suisse. Alors c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer. Innovation suisse, secteur de la construction qui doit se remettre en question. Merci Igor, merci Cédric pour cette discussion passionnante. Et surtout merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes où vous trouvez des podcasts, notamment Spotify. Abonnez-vous dès maintenant et n'oubliez pas que l'épisode est non seulement à écouter, mais également à voir sur le canal YouTube de Priméo Énergie. Et pour en savoir davantage encore, rendez-vous sur www.primeo-energie.ch/podcast où toutes les informations utiles sont regroupées. À tout bientôt.